Bonjour. Urgence Palestine Orléans et le Point Levé Orléans vous accueillent aujourd'hui pour une table ronde sur la répression et la militarisation à l'heure du génocide des Palestiniens. Un temps de questions vous sera dédié à la fin de la table ronde et la conférence va être rediffusée. Je vais laisser la parole à mon camarade Rachid de Urgence Palestine Orléans. Bonjour. Urgence Palestine Orléans est l'antenne orléanaise du collectif Urgence Palestine. UPO est l'un des collectifs à l'origine de l'organisation de cette conférence. UPO a déjà invité à organiser une conférence avec Rima Hassan dans cette même salle en mai 2025. Serge Grouard, le maire, a voulu interdire cette conférence, mais la justice a donné raison à UPO. Urgence Palestine est un collectif citoyen, maintenant je parle de Urgence Palestine nationale, est un collectif citoyen né peu après le 7 octobre 2023 en réaction à l'offensive génocidaire israélienne sur Gaza. Parmi ses porte-paroles, Omar Al-Soumi, qui est déjà venu à Orléans en 2024, il est aujourd'hui interdit bancaire, il a été en garde à vue pendant 48 heures le 5 novembre, et il est poursuivi officiellement pour apologie du terrorisme et officieusement pour son soutien à la résistance palestinienne. Aujourd'hui, avec nous ce soir, son avocate Elsa Marcel, également porte-parole du parti politique Révolution Permanente. Les objectifs de UP: lutter pour l'autodétermination du peuple palestinien, lutter pour un cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus de Gaza et dénoncer le massacre et les génocides et le siège de Gaza, dénoncer la complicité du gouvernement français avec les actions criminelles israéliennes, dénoncer l'occupation, le colonialisme et l'apartheid en Palestine, et aussi organisation de manifestations de solidarité avec la Palestine. Action juridique, le collectif a déposé des plaintes pour complicité de génocide aux crimes contre l'humanité. Urgence Palestine subit une répression intense de la part du gouvernement français et est toujours menacée de dissolution au même titre que la jeune garde antifasciste dont on reçoit aujourd'hui l'ancien porte-parole Raphaël Arnaud, député LFI aujourd'hui. Merci Raphaël. Nous sommes fiers de vous accueillir ce soir dans cette salle que l'extrême droite a voulu nous retirer. C'est la deuxième fois qu'on subit une campagne d'interdiction alors qu'on organise un événement politique dans cette salle à Orléans. D'abord, on a eu le maire d'extrême droite, Serge Grouard, qui a tenté d'interdire la venue de Rima Hassan en mai dernier. Et maintenant, on a l'extrême droite locale qui souhaite censurer la parole du député antifasciste Raphaël Arnaud. L'extrême droite et la bourgeoisie ont peur de la gauche internationaliste, pro-palestinienne, et nous, ils nous font pas peur. Bien heureusement, dans cette lutte, on a pu compter sur des camarades, de nombreux acteurs de la lutte à gauche et à la gauche radicale et à l'extrême gauche locale, notamment dans la mise en place d'un service d'ordre pour votre confort et le bon déroulement de l'événement. Donc nos remerciements pour cette aide précieuse apportée à l'organisation de cette table ronde vont tout d'abord à la France Insoumise, au NPA, au collectif antifasciste orléanais, à Info Gaucho qui filme cette conférence, et bien sûr à Raphaël Arnaud et Elsa Marcel pour leur venue. Je laisse maintenant la parole à mon camarade Mathis du Point Levé qui a quelques questions pour Elsa et Raphaël. Donc merci à vous d'être venus en tout cas, et merci au public aussi. Donc comme Rachid l'a dit, le 5 novembre, Omar Al-Soumi, le porte-parole d'Urgence Palestine, a été embarqué et a été emmené en garde à vue pendant 2 jours pour son soutien à la Palestine. Et comme lui, justement, des dizaines de militants, depuis le 7 octobre 2023, sont poursuivis sur ce critère d'apologie du terrorisme, comme notre camarade Anas Kazib. Et c'est aussi le cas de Rima Hassan, qui hier a été convoquée pour la 3e fois sur ce même fondement de répression politico-judiciaire. Donc
De même, cette année, on a vu que le gouvernement il a engagé une procédure de dissolution contre Urgence Palestine et contre la Jeune Garde dont tu es le cofondateur, Raphaël, et son ancien porte-parole. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que disent ces mesures du droit de militer et du climat répressif en France? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Urgence Palestine, au Point Levé, de m'avoir invitée. Je pense que c'est une table ronde qui est importante dans la séquence et effectivement pour rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on peut dire que ça fait au moins 10 ans qu'il y a une accumulation de dispositifs répressifs et d'offensives autoritaires extrêmement resserrées en France, mais que depuis le 7 octobre, on assiste au déploiement absolument inédit d'une grande panoplie d'outils répressifs qui permettent notamment de restreindre la parole publique, mais pas que, et j'y reviendrai. Et effectivement, on a beaucoup parlé de l'infraction d'apologie du terrorisme. Moi, vous l'avez dit, je suis militante à Révolution Permanente, mais je suis aussi avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, et je ne compte plus les dossiers que j'ai plaidés, que ce soit pour défendre des personnes accusées d'apologie du terrorisme ou de provocation à la haine raciale, parce qu'il y a aussi une instrumentalisation absolument abjecte des accusations en antisémitisme pour en fait faire taire les voix de la solidarité avec la Palestine. Et il faut comprendre que l'architecture en fait de ces dispositifs, on la doit en particulier au Parti socialiste en 2014, qui a retiré l'infraction d'apologie du terrorisme du droit de la presse pour l'insérer dans le code pénal au chapitre des infractions antiterroristes, et ce qui permet tout un tas de choses très pratiques pour le pouvoir, notamment de déférer en comparution immédiate, augmenter les peines de prison, puisqu'en fait on peut courir jusqu'à 7 ans d'emprisonnement quand même pour des tweets, des prises de parole en manifestation ou des tracts qui ont été distribués. Et ça sert en fait à, réprimer de manière très forte l'opposition politique, puisqu'on voit que ça a ciblé des personnalités politiques, syndicales ou associatives. Je pense évidemment à Rima, mais aussi à Mathilde Panot, qui est quand même, même si ça a été classé, mais qui est présidente du groupe parlementaire qui a été convoquée au commissariat, mais aussi à Anas, dont le procès était prévu en juin, qui a été renvoyé en juin prochain, où en fait c'était le premier responsable politique d'une organisation à être poursuivi, puisqu'il y a des convocations, mais les gens ne sont pas forcément poursuivis, mais aussi à Omar, qui non seulement est désormais poursuivi pour apologie du terrorisme, mais qui fait l'objet d'un gel de ses avoirs, donc ça veut dire que ses comptes sont gelés, et il faut prendre la mesure de la brutalité de ce type de dispositif. C'est normalement quelque chose qui était beaucoup utilisé dans les procédures antiterreau, mais là, qui s'adresse à quelqu'un qui n'est pas condamné, ou a priori on reproche rien sur le terrain du financement, et on voit que pour museler la parole publique, on peut utiliser vraiment un arsenal d'outils administratifs, pénaux, et qui servent de ce point de vue à s'exprimer particulièrement fort à l'encontre des voix qui soutiennent la Palestine. Et une chose de ce point de vue, effectivement, la question de la dissolution aussi. Donc Urgence Palestine, à la différence de la Jeune Garde, n'est pas dissous, mais c'est une menace qui plane au-dessus de sa tête, puisqu'il y a eu il y a eu la notification d'une intention de dissolution par Bruno Retailleau, et finalement le décret n'a pas à ce jour été publié, mais je pense que c'est surtout en raison de la mobilisation très très importante qui a été déclenchée à la suite de cette annonce. Et je ne ferai pas très long pour qu'on puisse échanger sur ce point, mais ce que je tiens à dire, c'est que la contradiction de ce point de vue pour le pouvoir, c'est que si on réprime politiquement, on met les gens dans la position de se défendre politiquement. Et qu'en fait, en ressuscitant le délit d'opinion avec l'intensité avec laquelle ils le font aujourd'hui, ils ont aussi multiplié les procédures politiques dans les tribunaux, où les gens défendent leur position, défendent ce qu'ils ont à dire. Par exemple, pour le procès d'Anas, nous on a construit une défense où on a pu compter sur des témoins qui seront à nouveau là en juin prochain, mais ça a évidemment de camarades de l'UJFP, de personnes comme Ronnie Broman, on a pu compter sur des témoignages de quelqu'un comme Ilan Papé, des plus grands spécialistes de la question palestinienne qui finalement font une contribution au débat dans le cadre d'un tribunal, et le risque pour le pouvoir, c'est que ça se retourne contre eux, et surtout que ça radicalise toute une génération politique qui prend conscience de ce que c'est que la réalité des principes de la démocratie libérale, qui ne s'applique absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle, même si effectivement il y a une offensive répressive très lourde, à chaque fois que quelqu'un est attaqué, que ce soit Rima, Omar, Anas et beaucoup d'autres, il faut le front syndical, politique et associatif le plus large, non seulement parce qu'il faut défendre le droit de soutenir la Palestine, parce qu'il y a un génocide et parce que la colonisation n'est pas terminée et qu'il y a un accord de cessez-le-feu qu'on doit dénoncer parce que c'est un accord de demi-mesure, ça correspond en rien à la libération de la Palestine, mais aussi parce que demain ce sera autre chose. Demain, par exemple, ce sera l'interdiction de critiquer la politique impérialiste de la France et de s'opposer précisément à sa militarisation. Donc c'est un enjeu qui dépasse la question palestinienne et qui est une question démocratique de premier plan.
Salut à tout le monde, camarades. Désolé, j'étais sur mon téléphone là parce qu'il y a une petite agitation fasciste devant la salle. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Déjà, un grand merci au service d'ordre voilà, pour ce soir des différentes organisations qui sont en place, qui empêchent le fait qu'il puisse y avoir de potentielles agressions, etc. Mais en réalité, c'est ce qu'on est venu nous reprocher avec la Jeune Garde. C'est ni plus ni moins que de se défendre dans des situations où il y avait des attaques de l'extrême droite omniprésentes, quotidiennes même plus, et avec une extrême gravité, notamment des coups de couteau, etc. Enfin, vraiment, des fois, ça allait très loin. Et c'est ce qu'on est venu nous reprocher. D'ailleurs, dans un des motifs de dissolution qui nous sont, qu'a produit le ministère de l'Intérieur, on nous est reproché de vouloir vaincre le fascisme. Au moins, on ne peut pas leur reprocher que politiquement, c'est plutôt clair ce qui est en train de se passer. Évidemment, nous, on est visé en tant qu'organisation antifasciste, mais ça va viser tout un tas d'organisations. On vient de citer les exemples des organisations palestiniennes, en l'occurrence Urgence Palestine. Tout un tas d'organisations qui viennent affronter ce qui est en train de se placer, plein fer. Et on a un très bon, malheureusement, métronome, tempo pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe outre-Atlantique, notamment aux États-Unis. Il y a une accélération de cet autoritarisme, de cette violence. Là, ça y est, là-bas, les antifascistes sont considérés comme terroristes. Enfin, ça y est, genre là-bas, je mets un pied aux États-Unis, je suis considéré comme appartenant à une organisation terroriste, c'est-à-dire le mouvement Antifa. Bon, ça veut un peu tout rien dire. Et c'est un peu la même chose qu'ils essayent de faire aussi en France. Là, le 4 décembre prochain, je suis pas en train de leur faire la promo, mais il y a Frontières, vous savez, le journal fasciste, là, qui sort une une. Bon, il y aura ma tronche en pleine, dans toutes les rues de la capitale, là, dans les relais, tout ce qui appartient à Bolloré, etc., où il y aura marqué Antifa, la nouvelle menace terroriste. Voilà, encore une fois, ça en dit long un peu sur ce qui se passe. Mais ça, fallait s'y préparer. On s'y préparait en réalité parce que nous sommes des militants et militantes aguerris, parce qu'on connaît l'histoire, parce qu'on sait qu'on est aussi matérialiste, on observe les dynamiques en cours dans la société. Et en réalité, ce qui se passe, cette crise autoritaire qui pourrait déboucher sur une société fasciste, n'est ni plus ni moins le résultat que la crise internationale du capitalisme. On en a échangé quelques mots avec Elsa, mais j'imagine qu'on aura le temps d'y revenir. La crise du capitalisme à échelle internationale, et donc les différents gouvernements et les différentes propositions qu'on avait avec les démocraties libérales s'écroulent. Ils sont en manque de légitimité face à cette crise et donc cherchent d'autres leviers, et notamment toujours plus autoritaires et toujours plus violents. Pour revenir à la question plus précise autour d'Omar, Urgence Palestine, etc., c'est vrai que particulièrement autour de la Palestine, on a eu une répression qui s'est accentuée gravement. Et on ne va pas se mentir, en premier lieu aussi, parce que c'est des personnes non blanches, en l'occurrence Omar, Rima Hassan, etc., qui ont été visées. Omar, hier, on en parlait juste avant, mais il y avait eu un gel des avoirs. Moi, je l'avais eu au téléphone, parce qu'on se parlait forcément au moment des dissolutions, voir potentiellement qu'est-ce qu'on pouvait faire en commun, en action, etc. Parce qu'on voyait bien qu'on avait un intérêt à se serrer les coudes dans la période. Et un jour, j'ai un appel, on me dit, bah voilà, j'ai tous mes comptes en banque qui sont bloqués, quoi. Enfin, c'était genre la situation. J'avais oublié que c'était possible en France, parce que l'anti-répression, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup en tête, mais vas-y, Elsa, si tu veux un peu développer là-dessus, c'est juste une dinguerie. Ouais. Sur le gel des avoirs, en fait, déjà oui, il faut, en fait, peut-être pour, je sais pas si Mathis, tu voulais dire un autre truc ou si je rebondis sur ça. Non, mais rapidement sur ça, parce que oui, en fait, il y a deux choses, parce qu'il y a toutes les procédures pénales qui aboutissaient à des procès devant des tribunaux correctionnels, mais il y a aussi toutes les procédures administratives qui sont particulièrement arbitraires, puisque le droit administratif, c'est l'État qui décide. Et c'est toi qui peux éventuellement contester après, c'est ce qui s'est passé à la Jeune Garde, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Retailleau qui prend son arrêté et ensuite tu dois saisir un tribunal pour qu'éventuellement il puisse revenir en arrière. Il faut prendre la mesure du caractère très autoritaire du régime dans lequel on vit, puisque je donne un exemple qui est parlant. Par exemple, en Angleterre, il faut que le Parlement ratifie les arrêtés qui ont été pris par l'exécutif pour que la dissolution soit adoptée. Bon, ils ont quand même dissous Palestine Action, ça ne veut pas dire que c'est un régime démocratique en Angleterre, mais le fait qu'en France, ça soit de la prérogative unilatérale en fait, de l'exécutif, ça montre le degré d'offensive que c'est. Et pareil sur le gel des avoirs, c'est terrible en fait, parce que vous recevez un papier de 3 paragraphes qui dit en fait on vous soupçonne de telle chose parce que vous avez dit tel truc ou parce que sur une photo on voit à côté de telle personne et puis ciao. Et après c'est une guerre en fait, parce que si vous voulez, dans le cas par exemple d'une procédure comme celle de Omar, vous devez saisir un tribunal administratif, mais ils font des arrêtés qui sont suffisamment courts pour que vous n'ayez pas le temps d'avoir une audience. Donc en fait vous devez ressaisir, c'est-à-dire que vous avez un gel pour une période de 6 mois, vous saisissez le tribunal administratif, mais on ne vous audience pas dans les 6 mois, on vous audience dans les 1 an. Donc en fait, c'est une espèce de cercle fou
et qui montre qu'en réalité, les principes effectivement de la démocratie libérale, ils sont très formels et qu'il y a plein de moyens de les contourner tout en donnant l'impression que ça reste du droit, mais qu'en pratique, vous pouvez rester des mois et des mois et des mois sans accès à vos comptes, et c'est une manière de vous jeter dans la précarité, c'est une manière d'imposer ça à une famille entière, et c'est aussi pour ça que moi, effectivement, je suis avocate, donc je maîtrise la technique du droit et je m'efforce de faire le mieux possible, mais précisément parce que je suis avocate et que je connais les pratiques de l'administration, des procureurs et des juges, je sais que si on s'en limite au droit, en fait, c'est la meilleure manière de ne pas gagner, quoi. Et que c'est la raison pour laquelle ces questions-là, il faut en faire des enjeux de mobilisation massifs et les prendre à la mesure de ce que ça représente et se rendre compte qu'il ne faut pas se mettre à la défensive, il ne faut pas reculer, il ne faut pas s'excuser, mais il faut au contraire voir comment c'est des occasions de dévoilement de la nature fondamentalement autoritaire de ces institutions. Et c'est aussi quelque chose qui leur pose problème parce qu'eux, ils adorent diriger dans le consensus, c'est ce qu'ils préfèrent. Mais ce qui crée cette situation, c'est qu'il y a effectivement une crise du récit, une crise de la gouvernabilité, où il y a des centaines de milliers de personnes dans la jeunesse, mais aussi chez les travailleurs, des travailleuses, parce que bien sûr, c'est des personnes racisées qui sont ciblées, évidemment, mais pas que. Moi, je pense à Jean-Paul Delesco, qui est un syndicaliste de la CGT du Nord, qui va avoir son procès en appel en décembre. Il y a aussi des syndicalistes qui, parce qu'ils défendent des positions claires sur la Palestine, et on a vu le rôle, en fait, des travailleurs dans cette question-là, quand, comme en Italie, à Gênes, etc., s'ils se mettent en grève, ils sont capables de faire descendre des millions de personnes dans la rue, et ils sont capables de faire en sorte qu'il n'y ait pas un bateau qui a des armes à son bord, qui puisse accoster sur n'importe quel port d'Italie. On voit la force de frappe que ça représente, et c'est ça qui réprime au fond. Donc il faut aussi se rendre compte que c'est pas juste un rouleau compresseur qui nous écrase, mais que c'est aussi le symptôme de toute la force politique et toute la radicalité qui est en train de se construire autour d'une nouvelle génération impérialiste, et que c'est pour ça aussi qu'il faut faire de ces échéances de répression des grands moments d'affrontement politique et s'armer de cette manière-là, quoi. Je voulais juste compléter sur le fait, l'histoire de, oui, effectivement, ça touche plein d'autres secteurs que seulement les personnes racisées, etc., évidemment. Bon, j'en ai fait partie parce que j'étais fiché S, etc., mais ce qu'on se disait là tout à l'heure, c'est que ça n'a pas les mêmes répercussions. En vrai, on va pas se mentir, moi j'étais fiché S durant les élections législatives, j'aurais eu un nom à consonance arabe, etc., c'était mort. J'avais plus qu'à rentrer à la maison, au mieux à la maison. Enfin, voilà, donc c'est aussi que ça n'a pas les mêmes répercussions, même si évidemment la violence répressive s'abat sur tout le monde. Et juste pour rentrer un peu quand même dans le détail de ce qui se passe lors de ces convocations, peut-être tu en as fait en tant qu'avocate, moi je l'ai fait aussi parce que j'étais convoqué pour apologie du terrorisme dans le même cadre, en même temps que Rima Hassan, Mathilde Panot, etc. À l'époque on n'en avait pas beaucoup parlé, mais c'était juste lunaire. C'est-à-dire qu'en fait ils n'avaient rien à reprocher, tellement rien qu'avec l'avocat on s'est amusé à aider la policière pour essayer de trouver des trucs. Là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un peu un truc tellement en fait ils étaient en galère. Même elle, la policière, elle essayait de faire son travail, mais elle ne savait même pas pourquoi on était là au final. Donc, encore une fois, c'est bien une intention politique. D'ailleurs, c'est ouf qu'on se soit retrouvé au commissariat, parce que des gens portent plainte pour telle ou telle chose. Bon, j'ai envie de dire, c'est leur truc, quoi. Mais que derrière, il y ait instruction et qu'on dise si on va quand même les faire venir au commissariat, c'était un méchant symbole envoyé. De dire qu'une eurodéputée comme Rima Hassan, même si personne ne devrait être convoqué, mais encore plus, encore une fois, même leurs propres institutions, ils sont prêts à les broyer lorsque justement ça ne va pas dans leur sens. Donc ça, c'était un gros symbole à envoyer. Et du coup, ouais, comme vous l'avez dit tous les deux, le droit administratif français, il repose quand même sur une logique arbitraire. Et donc moi, ça me questionne justement, du coup, toi notamment, Elsa, qui est avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, ou même toi, Raphaël, qui est député à l'Assemblée nationale depuis 2024, quelle place vous accordez aux institutions en général, et du coup, notamment à la justice? Est-ce qu'on doit se reposer sur la justice pour tout ce que vous avez évoqué juste avant, ou est-ce que vous avez d'autres moyens de lutte, notamment des stratégies à adopter? Moi, oui, je commence. La question, elle est large parce que moi, je suis avocate, évidemment, donc je suis très souvent dans les salles d'audience et je plaide régulièrement, et je pense que, évidemment, le terrain judiciaire peut être une arène de combat qu'il faut investir. Mais la question, c'est est-ce que c'est tactique ou est-ce que c'est stratégique, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, est-ce que les institutions, c'est le but final sur lequel on mise pour changer la société, ou est-ce que c'est un espace dont on pense qu'on peut l'investir si ça permet in fine d'affaiblir le régime ?
Et c'est un peu comme ça, moi, que je réfléchis la pratique du droit. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut utiliser, parce qu'il y a tout un tas de conquêtes démocratiques, enfin, je veux dire, qui sont issues de luttes, etc. Et moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un avocat en garde à vue, par exemple, plutôt qu'il n'y en ait pas. Et je pense qu'il faut se battre pour garder ce droit. Ou je pense que c'est bien d'avoir un principe du contradictoire. C'est-à-dire que quand on est accusé, c'est pas comme sous l'Ancien Régime, on vous jette au cachot, même si le droit administratif, c'est ça. Mais où, a priori, vous êtes plus ou moins en mesure de vous défendre. Et ça, je pense que c'est des acquis qu'il faut garder et pour lesquels il faut se battre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est si on pense qu'on doit s'en remettre à la justice pour gagner, je pense qu'on est très très mal barré. Et c'est la même logique avec le reste des institutions, au sens où le problème, c'est que moi, je pense que si on essaye de discuter un peu concrètement, et c'est des débats qu'on a de manière générale, c'est qu'il faut voir que les moments dans lesquels on est le plus fort et les moments dans lesquels les classes dominantes ont peur, que ce soit les macronistes ou que ce soit l'extrême droite, si on parle du RN et même des groupes de FAF organisés, etc., c'est quand même les moments où il y a des millions de personnes dans la rue, qui s'organisent, qui s'affrontent en fait à la politique du gouvernement. Et moi, ça m'a encore frappé, par exemple, et on en discutait même, c'est vrai, on a fait un pré-débat en fait en haut, c'est pour ça, où on discutait que par exemple la France, institutionnellement, c'est un pays très à droite. Électoralement, c'est un pays très à droite quand on voit les scores du RN, mais par contre, dans la rue, c'est pas un pays à droite du tout, quoi. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que dans la 6e puissance mondiale, dans un pays impérialiste du poids de la France, avec un régime aussi autoritaire qu'est la 5e République, etc., il y a quasiment une lutte par an. Il y a quasiment une lutte par an, que ce soit des millions de personnes pour la réforme des retraites ou que ce soit des gilets jaunes au point où Macron, il est obligé de s'enfermer dans un bunker et de penser qu'il va prendre l'hélicoptère pour s'enfuir. Donc, et dans ces moments-là, l'extrême droite, elle a quand même beaucoup de mal. Enfin, vous regardez le mouvement du 10 septembre, ils n'arrivaient pas à ouvrir la bouche dessus, ils étaient même contre. Et pendant la réforme des retraites, ils étaient très très mal à l'aise parce que s'ils sortaient pour aller dans une manifestation, ils se faisaient dégager en fait. Donc pour moi, ça montre qu'en réalité, les institutions, en tout cas, si on pense que c'est par ce biais-là qu'on peut transformer la société, c'est pas le terrain qui nous est le plus favorable. Et pour moi, ça se réfléchit si on regarde même la manière dont on peut faire une espèce de bilan d'étape à peut-être 1 an du NFP, où la réalité, c'est que moi, je vois le rôle que le Parti socialiste est en train de jouer aujourd'hui, dans le sens où ce qui donne le poids qu'a Emmanuel Macron là, sa capacité de recomposer un gouvernement, de survivre à la censure, de passer un budget vraiment de guerre contre les travailleurs avec le cornu, etc., c'est parce qu'il y a des socialistes à l'Assemblée nationale qui sont en train de lui serrer la main et de lui donner les clés. Donc de ce point de vue, pour moi, il faut discuter de comment est-ce que, y compris le terrain le plus favorable pour s'affronter aux classes dominantes et au régime, c'est quand on est capable de compter sur nos propres forces et de voir l'énergie que génère un phénomène de grève, de mouvement par en bas, et d'être capable d'apporter des solutions qui sont cohérentes avec ça. Moi, je pense que, par exemple, pendant le mouvement du 10 septembre, il y avait la possibilité de faire chuter Macron. Il y avait un gouvernement qui était à genoux, qui était en énorme difficulté. Il y avait un gouvernement qui avait démissionné avant même qu'il y ait des manifestations qui aient commencé. Enfin, le cornu a dû dégager. C'est le gouvernement le plus court de l'histoire. Et vous allumiez même les télés internationales, ils étaient en train de dire « Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il n'y a pas de gouvernement en France ?» Et je pense que ça montre la force de frappe qu'on a, mais que le problème, c'est si cette force de frappe-là, le seul débouché qu'on lui offre, c'est de dire « Vous inquiétez pas, retournons aux urnes et peut-être on aura une solution électorale plus favorable. » Du coup, pour répondre peut-être à ta question, que ce soit sur le terrain de la justice ou plus en général sur la manière de faire de la politique, moi je pense qu'on peut utiliser les institutions de manière tactique, mais toujours en ayant en tête que la manière de vaincre et de s'affronter, c'est pas par des institutions qui ont été construites pour maintenir la domination du pouvoir et des classes dominantes. Ouais, je vais rejoindre effectivement le propos qu'a tenu Elsa, c'est-à-dire que comme pour le juridique, comme pour le politique, nous on avait un peu la même vision, c'est-à-dire que pour nous c'était absolument pas naturel que d'aller dans les échéances électorales. Même d'ailleurs, en vrai, ça nous faisait peur et ça continue à nous faire peur. Je vous avoue que là, les municipales, c'est au-dessus de la tête là. Il y a tout un tas de gens qui sont là juste pour les places, etc. Donc c'est sûr que c'était pas dans le monde dans lequel on évoluait et surtout dans lequel on n'a pas envie d'évoluer en réalité. C'est plutôt effectivement quels moyens on se donne, est-ce que c'est efficace ou non, d'aller battre le RN sur une circonscription. On pense que oui, ce que ça renvoie comme image dans la période, ce que ça procure comme énergie pour les luttes en dehors justement de ces institutions, le relais que ça permet, les portes qui s'ouvrent pour tout un tas de sujets, etc., en ayant conscience de toutes les limites que ça porte. Mais encore une fois, c'est strictement un choix stratégique et dès le départ avec la Jeune Garde, on avait eu cet état d'esprit de dire par tous les moyens nécessaires.
Je sais que c'est un slogan politique qu'on se répète beaucoup entre nous, etc., pour chauffer, etc., mais c'était vraiment une ligne politique à tenir. C'est que d'un côté, on a assumé une radicalité certaine face aux groupuscules les plus radicaux et les plus violents, ce qu'on vient de nous reprocher aujourd'hui, on ne s'est jamais caché de cette radicalité au bon sens du terme, c'est-à-dire lutter efficacement contre leur violence physique, etc. Et de l'autre côté, on a été en capacité de mener des grandes luttes unitaires avec des manifestations de plusieurs milliers de personnes, etc., contre l'extrême droite, d'autres stratégies, et aujourd'hui aussi d'investir la question électorale, de dire on ne va certainement pas faire sans nous, dans une situation où l'extrême droite pourrait prendre le pouvoir, avec toute l'expertise qu'on a, entre guillemets, sur ces gens-là et sur la façon dont on peut lutter contre. Encore une fois, ça pose plein de limites. Enfin, je veux dire, quand tu arrives dans ces institutions, y compris à l'Assemblée nationale, il y a un nombre d'argent, je vous dis, les amis, là-bas, c'est juste ouf, quoi. Je sais que vous l'avez en tête parce que vous suivez un peu ce qui se passe, mais c'est des choses très bêtes. Moi, j'étais surveillant dans un lycée avant d'être député. Il faisait 17-18 degrés dans le lycée. Et encore, c'était pas un des pires lycées, je crois. À l'Assemblée nationale, vous regardez le thermomètre, il fait 24,5 degrés. Là, je ne vous parle même pas des salaires, etc. Il fait 24,5 degrés partout dans les bureaux, dans les couloirs. Normalement, c'est 19, il a dit Macron. Voilà, c'était 19 l'annonce de Macron. Tout ça pour vous dire que là, ça peut paraître minime par rapport à tout ce qu'il y aurait à dire. Évidemment, il y a de l'argent partout, etc. Ça offre plein de trucs, tout ça. Mais ça, c'est un symbole quand même. C'est le service public, c'est l'État. L'État choisit de mettre bien au chaud ses députés qui sont censés lui rendre l'appareil, mais qui sont censés. C'est là où il y a un petit couac, c'est qu'on ne rend pas tout le temps l'appareil. Et d'ailleurs, on se fait attaquer pour ça. C'est parce que justement, on vient défendre d'autres choses, d'autres façons de faire. Et après, le risque qu'on a en allant dans ces institutions, là, pour l'aspect juridique, mais pour l'aspect politique, c'est de se perdre un peu dans ces institutions. Lorsqu'on acquiert un certain pouvoir, lorsqu'on acquiert un certain capital aussi économique, etc., très rapidement, on peut vite flancher. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, d'une part, d'envoyer des gens comme nous, des gens qui travaillent, si possible, des gens qui nous représentent, en l'occurrence la jeunesse, des gens qui luttent contre le racisme, des gens qui travaillent, ni plus ni moins. Si vous saviez à l'Assemblée, comme j'ai envie de péter des boulons des fois, tu as des députés bourgeois, la macronistes, qui sont là, le capital, ils parlent comme ça, ils ont des noms avec des deux quelque chose, etc., qui t'expliquent que les gens ne veulent plus travailler, que les jeunes ceci, que... Ah mais ça rend fou. Genre en fait, juste, tu fais pas, tais-toi, t'as jamais connu ça de ta vie. Pourquoi tu te permets de parler de ce qu'on a vécu, nous, dans nos vies, etc. Bref, ça rend assez ouf. Désolé, je m'éternise un peu, mais tout ça pour dire que la question du collectif est hyper fort. Enfin vraiment, moi, si je suis allé à l'Assemblée nationale, c'est aussi parce qu'on a un collectif derrière qui est très fort. Et le jour où je commence à tanguer un peu, je vais me faire attraper par les oreilles et plutôt 2 fois qu'une. Et c'est tant mieux. Et toi, c'est pareil. Elsa, là, ce que tu fais juridiquement, etc., ça s'inscrit dans un cadre collectif. Et c'est ce qui fait que ça a du sens. Si c'était Elsa toute seule qui part à l'aventure, ou comme moi à l'aventure, je pars député tout seul, ça ne sert à rien. C'est fini d'avance, c'est perdu d'avance. Ce qui est important, c'est quand ça s'inscrit dans le collectif et qu'il y a à chaque fois un rebond. Alors ça n'empêche pas qu'on puisse faire des erreurs. Hein. Moi, très certainement que je peux faire des erreurs et on se corrige ensuite collectivement. Puis le jour où vraiment on trouve que je fais vraiment n'importe quoi, on m'éjecte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà un peu la logique dans laquelle on était vis-à-vis des institutions. Peut-être pour rebondir sur cette question, parce que je pense que c'est vrai que, en fait, peut-être si on discute du coup question démocratique, institutions et tout ça, moi je pense, et encore une fois, peut-être pour revenir sur la manière dont le débat est posé, ça fait en fait, ça fait un bon moment. Je veux dire, même quand on regarde les Gilets jaunes, la question démocratique en fait du régime était déjà très très au cœur de la mobilisation, c'est-à-dire que Macron, il cristallise vraiment la détestation de larges franges de la population, mais au-delà de Macron, c'est la question de la figure présidentielle, d'un exécutif tout-puissant, d'un président intouchable, irresponsable, irrévocable. Et de ce point de vue, peut-être pour aller discuter par rapport à ce que tu disais, je pense qu'effectivement, faut mettre au cœur le débat sur les privilèges des élus. Et quelque chose qu'on a essayé de beaucoup revendiquer dans la période récente où en fait il y a eu aussi scandale sur scandale avec les notes de frais des maires, etc. C'est de dire qu'il faut tout simplement que les élus soient révocables. Il faut que les élus soient révocables, qu'ils aient des mandats. Et c'est des choses qu'on essaye de mettre en débat, c'est-à-dire qu'ils aient des mandats beaucoup plus courts, révocables, qui soient payés à salaire d'ouvrier. Parce que je veux dire, les salaires de députés, tu me corriges, 7 000 € brut ? Ouais, 6 000 net. 6 000 € net, madame. Donc c'est quand même, je veux dire, et je pense que c'est quelque chose d'ailleurs que la France Insoumise devrait reprendre à son compte. Il devrait dire, nous on se paye comme un salaire d'ouvrier,
mettons 2500 € comme une enseignante, comme un ouvrier qualifié. Le reste, on le reverse aux organisations, aux syndicats ou aux caisses de lutte, mais déjà on a le même niveau de vie que les gens qu'on est censé représenter. On est révocable, c'est-à-dire qu'on a un contrôle permanent et direct de la population sur les activités qu'on a, et on pense qu'il faudrait par ailleurs qu'ils soient élus beaucoup plus largement. Il faudrait qu'on pense qu'il n'y ait pas de condition de nationalité pour pouvoir voter, en fait, que tous ceux qui vivent ici puissent voter, qu'il n'y ait pas de condition non plus de majorité. Si tu es capable de travailler à partir de 16 ans, tu dois être capable de voter et de t'exprimer à partir de 16 ans, et je pense que mettre ces revendications en débat, qui ne sont pas des revendications qu'on sort du chapeau, c'est des choses qu'on essaye de discuter avec Révolution Permanente, mais qui sont issues par exemple de la Convention de 93 après la Révolution française, ou qui sont des choses qui ont été mises en pratique au moment de la Commune de Paris, mais qui permettent aussi de discuter d'un autre rapport à la politique et qui doivent s'articuler avec des revendications pour lesquelles les classes populaires, les travailleurs, les travailleuses, les jeunes en France luttent depuis 10 ans. Donc il faut articuler ces questions quand on demande le retrait de la réforme des retraites, quand on demande des augmentations de salaire, quand on demande en fait la fin de toutes les politiques austéritaires et antisociales. Il faut les articuler avec toutes ces questions de régime et avec en fait des débats démocratiques très larges. Et pour revenir sur la question du début qui était le rapport en fait aux institutions, je pense qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une énorme crise de régime, une énorme crise en fait de gouvernabilité, et qu'il y a une soif d'alternative, et que de mon point de vue, la manière dont la France Insoumise y répond, ou en tout cas Mélenchon, dans la manière dont il pose le débat, puisque pendant le mouvement du 10 septembre, il disait beaucoup ça, il dit qu'il faut un moment refondateur, et il dit un moment refondateur, c'est l'élection présidentielle, parce que sous la 5e, c'est très très important, donc en fait, il faut que Macron il démissionne, mais pour pouvoir réélire en fait un nouveau président. Moi, je pense que la séquence, et peut-être pour reboucler avec le thème de la conférence, mais où c'est à la fois une séquence de crise économique, de crise démocratique, mais aussi de guerre impérialiste, de génocide, etc., elle peut permettre des revendications et des débats beaucoup plus ambitieux. Et je pense que dans ce contexte, on a intérêt aussi à discuter effectivement de ce point de vue, de pourquoi on ne doit pas s'adapter au cadre étriqué des institutions d'un pays impérialiste comme la France, qui n'ont absolument rien à offrir aux classes populaires et qui ne correspondent pas du tout à leurs revendications, quoi. Ouais, les députés ils gagnent bien. C'était aussi une des raisons de mon élection, c'est qu'on avait besoin d'argent. Nous aussi, on en a besoin. Tout le monde. Une dissolution derrière qui nous coûte beaucoup. Ouais. Non, en vrai, je dis ça en rigolant, mais oui, évidemment que le plus important, c'est qu'après, ça reparte aussi dans la lutte, quoi. Nous, on fait ça, évidemment, avec des associations, des collectifs locaux, aussi, évidemment, pour la lutte antifasciste, ça va de soi, notamment la lutte là, contre la dissolution actuelle qui coûte bien cher. Mais voilà, je crois que le Parti communiste français, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, faisait ça à l'époque. Ils avaient cette tradition, et moi, je suis étonnée, justement, qu'en fait, ce soit pas du tout un débat aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est un débat qui est ouvert à la France Insoumise. Je ne l'ai pas particulièrement posé, mais en tout cas, il y a une partie déjà du salaire qui est redistribué directement à la France Insoumise pour faire tourner le mouvement. Mais c'est vrai que cette question du salaire moyen, etc., je sais que c'était une campagne aussi qui était portée par Philippe Poutou à l'époque, à la présidentielle, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se posent, donc c'est à rediscuter au sein de la LFI, je pense, cette question-là. Ensuite, encore une fois, cette triple crise à laquelle on fait face, et tu parlais d'un point de vue institutionnel, mais si on prend un peu de hauteur, et ce que tu as fait plus ou moins dans ton propos, mais en fait, on est face d'abord à une crise économique qui développe irrémédiablement sur une crise sociale, puisque lorsqu'il y a une crise économique, les gens, tout à coup, il y a tout un tas de personnes qui se retrouvent dans une galère, notamment dans la jeunesse, etc. Et c'est pile dans ces moments-là, lorsque les jeunes se retournent, en l'occurrence les jeunes, mais pas que, se retournent vers le monde qu'on leur a promis. Jusqu'ici, voilà, on avait les frigos, les machines à laver, etc. Donc les gens disaient, bon, on peut accéder à une petite propriété, donc ça allait. Tout à coup, tout ce monde s'effondre. Et donc, dans cette situation, on arrive forcément à une crise politique, tu appelles ça une crise de régime, mais une crise politique au sens large, qui fait que tout à coup, nos gouvernants, effectivement, n'ont plus de retour dans la masse et dans la population. Et donc, c'est à ce moment-là, systématiquement, que se pose un dilemme pour la société dans son ensemble, mais la bourgeoisie, on sait déjà, et c'est déjà en fort état d'avancement, c'est le choix du fascisme, parce que c'est, encore une fois, le choix de l'autoritarisme pour maintenir le système d'exploitation capitaliste en marche, etc., etc., parce que la démocratie libérale ne marche plus dans ces cas-là. Et de l'autre côté, il y a la possibilité, effectivement, de changer radicalement de société. Ils en ont parfaitement conscience. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils mettent tous leurs moyens à leur disposition
contrer, pour nous attaquer, pour nous empêcher avec la répression dont on a vu tout à l'heure, etc. Mais j'aimerais vous rassurer sur une chose, les camarades, ce qu'a dit aussi Elsa un peu tout à l'heure, et on en parlait là-haut, c'est que rien n'est joué d'avance. Enfin, je veux dire, là, on essaie de nous dresser un récit comme quoi, en gros, c'est foutu, là. On n'a plus qu'à attendre, là, dans les années à venir, c'est foutu. Alors, on s'accorde sur le fait que dans les années à venir, ça va secouer. On en a parfaitement conscience et on en ressent déjà, justement, ces fameuses secousses. Par contre, l'idée de dire que c'est joué d'avance, c'est archi faux. Elsa a rappelé les mobilisations sociales qu'il y a eu ces dernières années, à la fois sur la question écologiste, à la fois sur la question antiraciste, à la fois sur les questions sociales, à la fois sur les questions féministes. Et finalement, dans cette jeunesse, on a conscience que tout ça est lié envers un seul et même système oppressif et exploitant, qui est le système capitaliste. Mais qu'on se dise bien, les camarades, au-delà de nous, de nos réflexions militantes, etc., quand on regarde les travaux des sociologues, notamment qui étudient la question de la politisation de la jeunesse, il y a une radicalisation à gauche de cette jeunesse. Alors c'est genré, c'est vrai, c'est principalement les jeunes femmes plutôt que les jeunes hommes, mais il y a une radicalisation à gauche. Et pas seulement en France ou en Occident, dans l'ensemble du monde. C'est des enquêtes sociologiques là, qui sont remontées récemment. Ça nous indique quand même quelque chose qui n'est pas à juste mettre de côté, parce que souvent on entend dans les milieux militants, ouais, mais ça c'est les jeunes, ils sont un peu foufous, puis après on se range quoi, quand on vieillit. Ouais, mais en fait ça c'est faux. On fait énormément de comparatifs historiques avec le siècle précédent, à raison, parce que des fois ça fait froid dans le dos entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, les violences de l'extrême droite, la presse qui est rachetée par des grands industriels, etc. Il y a énormément de parallèles à faire avec ce qui s'est passé au siècle précédent, notamment pour ce qui est de la montée du nazisme. Mais il y a une notion qu'on oublie souvent de mettre dans l'équation, c'est que le parti nazi, avant son accession au pouvoir, était devenu le parti majoritaire dans la jeunesse. Le premier parti de la jeunesse dans l'Allemagne des années 30, c'est le parti nazi. Le parti qui arrive à mieux organiser dans les lycées, dans les facultés, c'est le parti nazi. Et là, actuellement, on a une chance immense. C'est pas seulement une chance, c'est des rapports de force sociaux existants, etc. Mais on a une chance immense. C'est que c'est l'inverse aujourd'hui dans la situation. C'est que oui, effectivement, ils ont les médias, ils ont en partie les institutions, etc. Mais par contre, nous, on a la jeunesse. C'est pas une mince affaire, les camarades. Ça veut dire que là, dans les années à venir, majoritairement, ce sont nos idées qui sont sur le devant de la scène. Et là, on a tout un tas de vieux croulants qui, de toute façon, vont disparaître par la force de l'âge. Ça, c'est une chose. On ne va pas se mentir, il y a aussi une partie de la jeunesse qui se radicalise et qui est convaincue de plus en plus par les idées d'extrême droite. Il ne faut pas non plus effacer ça et balayer du revers de la main. Mais juste quand même qu'on ait conscience qu'encore une fois, notre jeunesse est loin d'avoir perdu la bataille. Et je vous en supplie, les camarades, pareil, sur la question de la bataille culturelle, ça me rend juste ouf quand on nous laisse entendre que ça y est, c'est perdu d'avance. Mais là, encore une fois, c'est archi faux. Je le dis souvent, la bataille culturelle, elle est très loin d'être perdue. Encore une fois, ils ont les milliards, ils ont les médias, etc., etc. Mais notre jeunesse est très majoritairement consciente des enjeux et se tourne vers nos idées. Là, il y a eu le Stream for Humanity, là, par tout un tas de streamers sur Twitch, etc., qui organisent. C'est quand même pas rien. On parlait d'impérialisme, c'est des gens, alors peut-être qu'ils ne vont pas poser avec ce mot-là, peut-être pas chez tous les streamers, mais qui ont conscience de ce qui est en train de se passer au niveau international, qui sont en solidarité avec le Soudan, avec la Palestine, qui au milieu de stream rappellent qu'il faut être contre l'extrême droite, etc., avec tout un tas de discours féministes, bref. Donc on a une jeunesse qui est consciente et qui est loin d'avoir perdu la bataille, et juste pour se faire un peu du bien quand même dans la période, mais c'est pas juste pour se faire du bien. Je rappelle que Mila, vous savez, l'influenceuse d'extrême droite, là, islamophobe dernier degré, elle fait des concerts devant 200 vieux bourgeois dans les universités de Reconquête. Bon, en plus d'un point de vue artistique, je ne vous recommande pas. Mais voilà un peu l'état de l'extrême droite, pendant que nous, on était, encore une fois, cette année, plus de 600 000, je crois, à la fête de l'humanité, devant nos artistes à nous, devant nos rappeurs, nos rappeuses et tout un tas d'autres artistes. C'est ça qu'il y a dans ce pays. Et que oui, effectivement, ça ne sera pas médiatisé dans les grandes chaînes de médias, etc. On est très loin d'avoir perdu cette bataille culturelle, bien évidemment que non, et c'est même tout l'inverse. Si tu nous laisses parler, on va parler. Après, si toi tu veux poser une question. Non, mais tu peux continuer si tu as envie. Je peux continuer. Peut-être pour aller dans le sens de ce que disait Raphaël, parce que moi je partage le fait que il y a une polarisation. En fait, il y a une polarisation, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement du centre. Et il y a une polarisation qu'on voit à droite, et je le disais au début, en fait principalement sur le terrain électoral, on ne peut pas le nier, le fait que le RN fait des scores importants dans tout un tas d'endroits. Mais il y a aussi une polarisation à gauche, dans la jeunesse, exactement dans le sens de ce que tu disais.
mais aussi beaucoup plus largement. Hein, je veux dire, moi, encore une fois, je pense que la question de la Palestine sert de catalyseur et de révélateur en fait du visage odieux des démocraties libérales et impérialistes, et en train de forger toute une nouvelle génération très opposée à la guerre, au génocide, et que ça pose aussi, ça renouvelle en fait la question et la possibilité d'un combat, et je dis ça pour faire le lien avec aussi le thème de la conférence antimilitariste, parce que je pense que c'est une des questions dont il faut discuter, parce que pour moi, ce qui manque à cette jeunesse, et même plus en général à cette génération qui s'est battue, je parlais des Gilets jaunes, mais aussi pendant la réforme des retraites, des secteurs de syndicalistes, et même pas que de syndicalistes, mais de travailleurs et travailleuses qui ont fait des journées et des journées de grève. Ce qui manque pour moi, c'est un projet politique à la hauteur et qui ne propose pas simplement que cette colère qui existe dans la rue, elle s'exprime ensuite dans les urnes et qu'elle délègue son propre pouvoir politique au service d'un projet qui finalement est un projet qui finit par se reboucler sur le terrain institutionnel. Et si je dis ça, c'est pas une question de principe, c'est pas pour dire moi je suis révolutionnaire, donc je pense qu'en fait les institutions ça marche pas, etc., comme une question de principe, mais je pense que c'est quelque chose qui se démontre parce que, encore une fois, pour moi ce qui serait terrible, c'est que cette radicalité-là et cette potentialité politique, elles finissent par se retrouver dans un vote qui, on l'a vu, par exemple, si on regarde la dynamique qui a été mise en place, qui a consisté à faire en sorte qu'il y ait vraiment un harcèlement pour faire voter jusqu'au Parti socialiste, quand on voit le rôle aujourd'hui d'une personnalité comme François Hollande, la réalité que moi je pense que cette génération elle a, l'acquis qu'elle avait, en tout cas moi ma génération, la manière dont je me suis politisée en 2016, c'était autour du plus jamais PS, autour du bilan de la gauche de gouvernement, autour du bilan de ce qu'avait fait François Hollande, en ayant été élu sur un programme de mon ennemi c'est la finance, c'est de se retrouver à passer l'offensive austéritaire la plus dure contre le code du travail de toute notre génération. Ça a été non seulement ça, mais ça a été la déchéance de nationalité. Ça a été les premiers débats, les premiers à reprendre le programme du RN sur cette question, etc. C'était François Hollande. Tous les dispositifs austéritaires dont on discute aujourd'hui, la loi sur l'apologie du terrorisme qui permet de poursuivre les Rima, les Anas, les Omar et les autres, c'est Bernard Cazeneuve. La loi qui fait qu'il y a 5 fois plus de jeunes qui sont tués par la police, c'est la loi en fait qui a été adoptée sur la question de la légitime défense et qui fait qu'aujourd'hui il y a des morts comme le jeune Naël en 2023. Donc si je dis ça, c'est que toute la génération qui s'était radicalisée, qui est descendue dans la rue pour ça et qui fait que Anne Hidalgo, elle a fini à moins de 2%, c'est un acquis idéologique énorme. C'est une génération qui comprend qu'elle va devoir s'organiser par ses propres moyens et qu'elle rejette les trahisons de la gauche institutionnelle. Et c'est pour ça qu'effectivement, les débats qu'on a sur que va devenir politiquement cette génération radicalisée, pour moi, elle est importante en termes de programme, de stratégie et de perspective d'ensemble. Et c'est pour ça, encore une fois, on en discutait de la même manière. Avec la France Insoumise, on peut se retrouver dans plein de luttes, dans plein de piquets de grève, dans plein de manifestations, et on va évidemment se défendre les uns les autres. Quand la France Insoumise est attaquée, que ce soit Rima, Raphaël, Mélenchon, Révolution Permanente, on répond toujours présent contre les calomnies du gouvernement, contre la répression de l'État, et inversement, on sait qu'on peut compter sur les députés France Insoumise quand Anas il est convoqué, etc. Mais ça ne nous empêche pas d'aller au bout du débat, où on pense que si on promet aux gens qu'en mettant un bulletin dans l'urne, c'est comme ça en fait qu'il va y avoir une alternative, on leur ment. Et on le voit parce que certes, on a fait voter des jeunes et des jeunes en leur disant « bouge-toi le nez, vote François Hollande, ça ira mieux », et on s'est retrouvé avec Darmanin et Retailleau au gouvernement, qui ont fait passer la loi immigration 2024, la pire loi qu'ils n'avaient même pas réussi à faire passer pendant la réforme des retraites parce qu'il y avait trop de monde dans la rue. Donc moi, je pense que s'affronter à l'extrême droite, c'est un enjeu imminent, urgent, mais précisément pour cette raison, on doit expliquer aux gens qu'il n'y aura pas de raccourci, qu'il faut s'organiser, qu'il faut en fait être capable de comprendre que c'est ni François Hollande, ni Olivier Faure, ni la gauche au pouvoir qui va nous permettre d'éviter cet affrontement-là, et qu'il faudra compter sur nos propres forces, que toute l'énergie que les gens ils ont agitée pour dire « va voter François Hollande, tes travailleurs de tel secteur posent des délégations syndicales pour aller differ des tracts pour le député Parti Socialiste de ta circo », en fait, ça, on aurait dû le dire. En fait, on fait 3 jours de grève générale. Le problème, en fait, du RN, il est réglé. Et donc, pour moi, c'est ça aussi qu'on doit discuter. Et un dernier mot pour boucler avec la question. Je pense que la question qu'on doit mettre au centre aussi, c'est la question, effectivement, des questions internationales.
Évidemment, on a beaucoup discuté de la Palestine et c'est un enjeu central, mais c'est pourquoi aussi on doit se préparer à lutter contre notre propre impérialisme. Parce que la France, c'est un pays impérialiste. Il y a des débats sur comment est-ce qu'il faut renforcer le budget de l'armée, se préparer à la militarisation, et c'est aussi des débats fraternels qu'on mène souvent avec nos camarades de la France Insoumise, qui, quand on débattait en fait de la loi de programmation militaire, expliquaient que le problème, c'était déjà que le budget allait pas assez loin, mais aussi que, en fait, on n'achetait pas assez français. Mais nous, on pense qu'il faut tout simplement s'opposer à l'augmentation du budget militaire et critiquer durement le caractère impérialiste de la France, non seulement dans son responsabilité partout en Afrique, où on pense que les différentes révoltes ont raison de dégager la France de chez eux, mais aussi vis-à-vis de leurs propres colonies, comme en Kanaki. Et on pense que cette génération-là, elle doit aussi avoir des anticorps à toutes les pressions nationalistes, chauvines et souverainistes qui vont s'exercer dans les pays impérialistes, et que c'est des questions à mettre au centre du débat, précisément pour que cette génération radicalisée politiquement, elle ait des issues à la hauteur des enjeux de la situation. Ouais, je suis chaud de répondre quand même. Ouais, c'est un peu gênant pour moi de me prêter porte-parole de la France Insoumise, parce qu'en réalité, j'ai jamais été militant de la France Insoumise jusqu'alors. J'étais militant de la Jeune Garde, porte-parole de la Jeune Garde, donc branché antifascisme, on va dire ça comme ça. Mais forcément, en tant que député aujourd'hui du groupe parlementaire, je dois en dire quelques mots, et surtout que, pour rien vous cacher, j'ai été convaincu. J'ai été convaincu. Ouais, ok, merci. J'ai été convaincu en partie de la stratégie de la France Insoumise. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux et qu'on fait comme si, allez hop, on suit et on verra ce que nous amène l'avenir. À chaque fois, il faut questionner cette stratégie. À chaque fois, il faut encore une fois, dans ces contradictions que ça pose, etc. On vient de parler du rapport aux institutions. Évidemment que la France Insoumise pose cette contradiction au sein même de nos luttes, etc. Mais par contre, j'en ai été convaincu pour plein d'aspects. Notamment dans la force que ça renvoie aujourd'hui. Tu disais délégué à la question électorale. En fait, ce que raconte la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais comme d'autres, c'est pas délégué à la question seulement strictement électorale, c'est dire qu'il faut aller partout et que la question électorale doit renvoyer de l'énergie et de la force pour les mobilisations, et qu'à l'inverse, nos résultats électoraux sont les résultats aussi du rapport de force imposé dans la rue, et que c'est un pied dans les institutions, un pied dans la rue systématiquement ramené. J'ai un exemple très précis récent, la question des mobilisations des 10 septembre dont tu as parlé. Nous, on a fait des réunions du groupe parlementaire, etc. à ce sujet-là. Jean-Luc Mélenchon était très ferme à ce sujet. Il a dit, surtout, les camarades, attention à la récupération. Et il nous disait, attention à ne pas récupérer. Il disait, faites-vous tout petit dans les assemblées locales, etc. Il a dit, allez-y quand même pour sonder, même si on vous demande de l'aide, etc. Mais faites-vous tout petit. Il faut que ce mouvement déborde. Moi, quand j'entends un leader politique qui me dit, faites-vous déborder, surtout qu'on ne s'accarte pas le mouvement, parce que sinon on risque de le briser, on risque de le ralentir, on risque de trop l'orienter, je me dis, c'est bon, c'est là qu'il faut aller. J'avais pas meilleur argument à ce moment-là pour me convaincre de me dire, oui, c'est avec ce type de fonctionnement qu'on va y arriver. Je ne dis pas que, attention, encore une fois, il faut y aller les yeux fermés et que systématiquement, ça va être tout le temps ça. On n'est pas à l'abri qu'un jour, face à une prise du pouvoir de notre propre mouvement, tout à coup, il y a des gens qui perdent un peu la tête et qui se disent, finalement, c'est pas si mal ce fauteuil. Et qu'à ce moment-là, il faudra absolument un rapport de force dans la société. Moi, j'ai toujours été partisan de dire que si jamais la gauche arrivait au pouvoir, alors on a 2 fois plus de raisons de se mettre en grève, de se mettre en mobilisation pour aller les chercher. Ces fameux programmes qu'on nous a vendus, etc., etc. Et encore une fois, sur la question électorale, pour montrer le parallèle que ça a aussi et les répercussions que ça peut avoir sur nos luttes, et ce va-et-vient systématiquement. Le choix de la France Insoumise d'avoir investi Rima Hassan aux élections européennes, je vous avoue, ça a été une force immense pour toute une partie de la jeunesse, y compris pour nous-mêmes. À ce moment-là, je n'étais pas encore élu député. Vous ne pouvez pas vous imaginer la force que ça renvoyait. Alors que la France Insoumise était taxée d'antisémitisme dans tous les sens, évidemment, ce n'était pas la seule, mais en premier lieu, la France Insoumise était bombardée dans tous les sens sur cette question la palestinienne, etc. On a une organisation politique qui est capable de dire « Ok, comme réponse, boum, nous on a Rima Hassan ». C'était une force immense. Et on s'est dit « Ah, il y a quelque chose qui se passe à gauche. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Et j'espère que tout le monde en a la conscience. Évidemment que ce qui s'est passé dans les mobilisations pour la Palestine, évidemment, ce n'est pas que du fait de Rima Hassan. Bien évidemment que non. Il ne faut pas comme ça individualiser la lutte, personnifier, etc. Pas du tout. Mais quand même, admettons, camarades, que ça a donné de la force dans les mobilisations qui se sont ensuite accumulées.
En l'occurrence, notamment, les flottilles pour la liberté. Les flottilles pour la liberté, on peut raconter ce qu'on veut, il y en a eu depuis des années. Ces flottilles de la liberté, elles ont pris une ampleur démentielle lorsque Rima Hassan et Greta Thunberg sont montés sur un bateau pour aller mener cette lutte-là. Et derrière, ça a permis la possibilité d'envoyer des dizaines et des dizaines et des dizaines de navires. Donc voilà à quoi ça sert, encore une fois, ces parallèles entre à la fois des résultats électoraux forts et à la fois aussi, évidemment, des luttes collectives, etc. Et juste pour répondre, une dernière chose sur la question du vote face au Rassemblement national. Parce que, à raison, je vous avoue que de croiser François Hollande à l'Assemblée nationale, et ça fait pas plaisir. Moi, j'ai commencé à militer, je sais aussi que c'est ton cas, Elsa, lors de la loi travail, c'était archi violent. On parle souvent de la répression durant les Gilets jaunes. La loi travail, personnellement, moi, j'ai failli mourir. Hein, mais je vous dis ça pas pour romancer un truc, etc. C'est premier degré. On s'est mangé des grenades tir tendues dans la tronche, là. Il y a 2-3 fois, il y a des camarades qui m'ont poussé, sinon, c'était quick, quoi. Et des exemples comme ça, on en a des tonnes. Donc on sait ce que c'est que du François Hollande, on sait ce que c'est tout ça. Et je ne suis pas en train de dire ouais c'est super, il faut aller voter François Hollande. Tout est une histoire de rapport de force. Est-ce qu'on est en capacité de faire sans eux à tel ou tel moment, etc. Et encore une fois, c'est une question stratégique. Dès qu'on en a l'occasion de les écarter, il faut les écarter. Mais par contre, camarades, moi je vous le dis sans sourciller, hein, je ne regrette absolument pas le fait, bon, moi j'ai voté pour moi, c'était plus pratique, et je ne regrette absolument pas le fait de dire qu'il fallait voter contre l'extrême droite à ce moment-là. Mais absolument pas. Parce qu'on sait ce que c'est que l'extrême droite au pouvoir, c'est encore une autre sauce. C'est encore une autre sauce dans l'accélération de la répression, dans l'accélération de la violence, etc. etc. Ces gens-là, on les croise à l'Assemblée nationale. On sait ce qu'ils pensent. Alors oui, les libéraux aussi, y compris, je compte François Hollande dedans. Oui, François Hollande est un libéral qui n'hésite pas à aucun moment à reprendre des thématiques racistes, qui n'hésite pas à reprendre des thématiques autoritaires, etc. etc. Mais quand même, c'est pas la même chose parce que c'est des gens qui ne sont pas concoctés dans le même cocktail idéologique, etc. etc. Avec l'extrême droite, ils ont un plan tout net, tout fait, et que ça va aller à 4000 à l'heure. Il y a juste à voir ce qui se passe aux États-Unis, les camarades. Encore une fois, je le redis, hein, aux États-Unis, c'est hardcore. Et ça, c'est possible, d'une part, parce qu'il y a l'ensemble de la bourgeoisie qui s'enfonce dans cette crise, encore une fois, autoritaire, etc., et en autoroute vers le fascisme, mais c'est aussi grâce à la possibilité qu'il y ait des gens d'extrême droite qui soient élus. Ça, il ne faut pas le négliger. Donc ça ne veut pas dire que là, je suis en train de vous dire, on se prépare en 2027 à tout faire pour éviter que l'extrême droite passe et donc on votera pour n'importe quel Huluberlu qui passe. C'est pas ça. C'est qu'il faut peser sur l'ensemble des échéances électorales, et je sais que Révolution Permanente a décidé de s'y mettre, là, de s'y coller prochainement. Mais voilà, et se mettre un rapport de force en capacité d'influencer sur ces élections et de peser des rapports de force partout, y compris d'un point de vue électoral, pour que l'extrême droite évite de prendre le pouvoir, dans un second temps, mais en premier lieu pour effectivement proposer un projet politique. Je peux répondre ? Oui, vas-y, tu peux répondre. Non, mais Raphaël a posé un thème, tu peux répondre. Oui, bah voilà. De toute façon, on est vraiment dans le cœur du sujet. Et peut-être évoquer... Non, mais celui-là, il coupe. Il est pénible. Hein ? Oui, c'est ça, il coupe celui-là. Mais peut-être pour commencer par ce sur quoi tu as fini et après évoquer... continuer à réagir et à échanger, parce que le problème, c'est que moi, je pense qu'il faut arrêter l'extrême droite. Ça, moi, je suis d'accord. Mais moi, je pense que ce qui était posé en potentiel, et ce qui d'ailleurs doit l'être aussi, c'est qu'on aurait pu éviter et Marine Le Pen, et Darmanin et Retailleau. Parce que le problème, c'est qu'on a évité Marine Le Pen, mais on a gagné Retailleau. Et en fait, moi, je suis quand même bien placée pour le dire, parce que j'ai mené un certain nombre de combats, notamment quand Retailleau a organisé des rafles d'étrangers dans les gares et qu'il a voulu imposer à 210 jours la durée de rétention des étrangers dans des centres de rétention. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais pour se figurer ce que ça représente, c'est une proposition de loi d'une barbarie absolument innommable. Et en fait, ce qui est horrible, c'est de voir qu'on a eu un gouvernement avec un Darmanin, un Retailleau, et un gouvernement en fait de droite avec parmi eux des positions d'extrême droite claire. Enfin, je veux dire, quand vous avez Darmanin qui explique à Marine Le Pen qu'elle est trop molle vis-à-vis de l'islamisme, moi je ne suis pas sûre de savoir qui de Darmanin, de Retailleau ou Marine Le Pen est le plus à droite. Et je suis pas sûre que ce soit le débat qui nous intéresse. Et c'est ça le problème, c'est parce que moi, un truc qui m'avait beaucoup choqué, même pendant la période du NFP, c'est de voir des candidates insoumises se retirer pour laisser leur place à Darmanin dans le cadre du Front républicain. Dans une triangulaire où vous avez RN, Darmanin, LFI se retire en disant « votez Darmanin ». Moi, j'ai des amis qui sont venus me voir en disant « Elsa, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai voté LR ». Parce que c'est le Front républicain. Et donc le problème de ça,
c'est que ça désarme notre camp pour savoir comment on s'affronte vraiment à l'extrême droite, parce que quand vous êtes contraint, c'est la logique du moins pire poussée à l'extrême et poussée à l'absurde. Et ça, c'est un problème, parce que vous avez des secteurs entiers de la population, où si vous allez toquer chez eux et vous leur dites, et je pense aussi par exemple à des endroits comme dans le Nord, désindustrialisés, ou dans l'Est, où on a des camarades qui militent tous les jours dans un territoire RN, qui se confrontent à eux quotidiennement, et qui sont des endroits où vous allez dans l'Est, dans des usines, où le patron, il a fanfaronné, il a expliqué « moi je fais un PSE avec l'argent du CICE de François Hollande et je suis gagnant », comment vous allez faire voter des travailleurs pour François Hollande en leur disant « tu votes Hollande ou sinon t'es mort ». Ils ne te croient plus. Le problème, c'est que le RN, il prospère sur les trahisons de la gauche. Que les gens, un jour, ils ont voté à gauche, ils ont voté Mitterrand, ils ont même voté Hollande. Mais que le problème, c'est quand la gauche au pouvoir mène une politique austéritaire, attaque les travailleurs, participe à diffuser un discours raciste et réactionnaire, c'est eux ensuite qui ont la responsabilité du vote aussi RN, non seulement parce que les gens, ils sont dégagistes, mais ils se disent on n'a pas essayé, etc., mais aussi parce que le climat réactionnaire, il est alimenté par toute la gauche au pouvoir et par le Parti socialiste. Et du coup, le problème, c'est que si on prend les gens en otage en leur disant « vote pour le moins pire, sinon c'est le RN », mais on reproduit, c'est la logique du pompier pyromane. Alors que moi, je pense que oui, il y a une manière de s'affronter à l'extrême droite, et qu'au moment où il y avait une crise de régime, au point où Macron devait dissoudre l'Assemblée nationale, c'est une crise terminale de la Ve République, vous avez tous les experts, en fait, y compris internationaux, qui disent « mais qu'est-ce qui se passe en France ? C'est un gouvernement qui a un genou à terre, qui est complètement illégitime ». Vous rajoutiez à ça de la lutte dans la rue en disant aux gens « prenez confiance dans vos propres forces » au lieu de leur dire « va voter Hollande », voire « va voter Elisabeth Borne ». Parce que c'est ça, hein, il y a des candidats LFI qui ont dû se retirer pour Darmanin ou Elisabeth Borne. Comment vous voulez dire aux gens « va voter Elisabeth Borne » ? Elle a fait la réforme des retraites, elle a massacré la vie des gens. Donc le problème, c'est que si vous continuez à contenir le débat sur le terrain, en fait, du moins pire jusqu'à l'infini, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets, et c'est comme ça que le RN monte. Donc moi, je revendique le droit à l'alternative politique. Et je revendique le droit à une alternative politique fondée, oui, sur le pouvoir des masses en lutte. Et la réalité, bien sûr que la France Insoumise soutient les luttes, heureusement. Qu'ils expliquent que les grèves, c'est bien, et qu'ils soutiennent, et qu'ils participent, et qu'ils vont en manifestation, heureusement. Mais le centre de gravité de leur stratégie, c'est pas ça. Pendant le mouvement du 10 septembre, ils n'étaient pas en train d'organiser les piquets, d'essayer de voir comment coordonner les secteurs, de voir comment donner de la force au maximum, de revendiquer la question de savoir quel plan de bataille il fallait organiser, de dire ce qu'ils faisaient pendant la réforme des retraites, c'est dire qu'il faut faire la guérilla parlementaire, la guérilla des amendements. Et quand ils discutaient de Macron démission, ils disaient il faut un moment refondateur. Et ce qu'ils appelaient un moment refondateur, c'est une nouvelle élection présidentielle. Ce qu'ils appellent, c'est une nouvelle élection présidentielle. Et à partir de là, moi je pense que non, c'est le débat. C'est parce qu'évidemment, que la question, si elle est posée sur un pur terrain institutionnel, alors même qu'il y a la possibilité de penser beaucoup plus loin, et si on pense Macron démission, de discuter pourquoi on ne discute pas la fin de la figure présidentielle, pourquoi on ne discute pas de l'abolition du Sénat, qui est une institution qui a été organisée pour limiter le pouvoir de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas de la possibilité, comme je le disais, d'avoir des élus révocables, contrôlés par la population, payés à salaire d'ouvrier? C'est pas dans le programme. C'est faux de dire que c'est dans le programme. Les députés de la France Insoumise, ils sont tous en train d'être payés à 2500 €. Mais la 6ème République, ça n'a rien à voir. Non, il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que non seulement la 6ème République, c'est que pour les jours de fête, parce que quand on dit Macron démission, on ne dit pas Macron démission pour mettre à bas la 5ème République, en finir avec le président et penser autre chose. Mais moi, je vous cite Mélenchon. Mélenchon, il dit on appelle à un moment refondateur. Un moment refondateur, c'est une élection présidentielle parce que c'est très important en France pour les gens. Mais non, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. L'hyper-présidentialisme, ça n'a rien de normal. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, les questions étaient posées dans d'autres termes. Non, il n'y a pas d'incompréhension. Je connais très bien le programme de la France Insoumise. Et c'est la raison pour laquelle, pour finir sur même la question, moi je pense que bien sûr, le débat des flottilles par exemple, moi je pense que les flottilles c'est une action magnifique. C'est une action qu'il faut soutenir absolument. Je pense que Rima Hassan, c'est quelqu'un d'un courage exceptionnel, que je soutiens effectivement contre toutes les offensives de l'État, etc.
Pareil pour les flottilles, que c'est un mouvement qu'il faut accompagner et qui a joué un rôle énorme dans la situation. Et quand on voit la combinaison entre ça et le rapport de force des dockers de Gênes, c'est, je veux dire, une potentialité énorme. Mais ça n'évacue pas les débats d'objectifs, les débats de programme et les débats, en fait, in fine, de qu'est-ce qu'on défend sur la question palestinienne. Qu'est-ce qu'on pense de la question palestinienne? Est-ce que c'est une solution à 2 États? Est-ce que c'est une solution à un seul État? Qu'est-ce qu'on pense plus généralement du programme international? Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, on ne peut pas évacuer ces discussions-là dans le contexte tel qu'il est posé, et y compris dans le contexte où s'affronter à l'extrême droite, ça va être un enjeu central. Et non, voter François Hollande, ça ne permettra pas d'éviter l'extrême droite. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà sur le 10 septembre, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. En fait, si demain... alors déjà, ça a été le cas, hein, j'imagine il y a des militants et des militantes de la France Insoumise qui se reconnaissent. Je pense que le 10 septembre, vous n'avez pas chômé. Je pense que vous étiez partout pour faire justement alimenter la grève, essayer d'organiser la lutte, et pas seulement pour faire plaisir à une échéance électorale, mais parce qu'il fallait lancer un mouvement social. Donc déjà, il est bon de se rappeler ça. Mais surtout, si demain, encore une fois, je parlais de récupération politique, si demain on est trop investi, moi par exemple en tant que député, et les camarades peut-être à raison vont dire « Oula, doucement, doucement, on ne veut pas que la France Insoumise récupère, etc. » Donc on est sans cesse dans cette dualité entre à la fois, encore une fois, avoir le pied dans les institutions, le pied dans la rue, tout en laissant la possibilité au mouvement social de se construire par lui-même, et si possible, de façon plus radicale, encore une fois, que le programme de la France Insoumise. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'il y ait d'autres idées qui émergent par le mouvement social, c'est même, j'ai envie de dire, le cœur de la gauche, au sens noble du terme. C'est l'idée qu'il faut absolument que d'autres idées émergent et imposent à l'ensemble du spectre politique de nouvelles idées, etc. Juste, par contre, en fait, c'est de la stratégie. Moi, vous savez, j'ai vécu des assemblées générales étudiantes où, par exemple, on a voté la fin du capitalisme. Enfin, moi, je veux bien, hein, ça ne me dérange pas. Là. Par exemple, on dit qu'il y avait une autre solution. Par exemple, durant les élections législatives, c'était de décréter la grève générale. Moi, il y aurait eu cette possibilité sur la table, mais je signe tout de suite. Alors, on peut toujours dire, on peut la construire, etc. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, encore une fois, c'est une histoire de stratégie. Et je suis persuadé... Là, il faut aussi qu'on pose la façon... Enfin, il faut qu'on pose ce qu'on est en train d'affronter. On est en course de vitesse face à l'extrême droite. Est-ce que oui ou non, l'extrême droite va réussir à nous plonger dans une société fasciste? C'est ce qu'on est en train de vivre sous nos yeux. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe absolument partout. Et quels moyens on se donne pour non pas seulement limiter la casse, mais renverser la table? Et là, encore une fois, il y a des différentes stratégies, etc. Je suis persuadé, mais profondément persuadé, que si l'extrême droite choisit la question des présidentielles, on ne peut pas esquiver cette question-là. Et qu'il faut lui imposer, justement, tu parlais d'alternative, une alternative ferme, claire, radicale, en ayant conscience, encore une fois, de toutes les limites que ça pose. Si demain, le mouvement qu'est la France Insoumise ou Jean-Luc Mélenchon dit « allez voter au présidentiel et pouet, après je ne veux plus rien entendre, vos grèves, vos manifs, vos je sais pas quoi », je me barre direct. Parce que là n'est pas la solution. Tu disais, la France Insoumise demandait une présidentielle là. Mais en fait, c'est pas dans une stratégie de super, on adore les présidentielles, c'est sympa, on va faire vivre le présidentialisme. C'était pour abattre le président de la République. C'était ça, la question qui se posait, stratégique et politique. C'est que c'était la seule force politique à ce moment-là à dire, il nous faut une présidentielle et on remet en cause la question du pouvoir du président de la République. Tous les autres partis, sans exception, y compris le RN, disaient « oulala, non, quand même pas ». Alors oui, on peut dissoudre l'Assemblée parce que ça, bon, hein, c'est un peu trop démocratique, mais le président de la République, surtout pas, ne touchons pas cette institution. C'était ça que disait la France Insoumise, c'était de dire, pour la première fois sur la 5e République, il faut qu'on soit en capacité de montrer que non, le président de la République n'a pas tous les pouvoirs et qu'on peut redonner du pouvoir au peuple, y compris dans des batailles institutionnelles avec la destitution du président de la République et avec une nouvelle présidentielle. Encore une fois, voilà, la présidentielle et les élections électorales ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique, sinon on ne serait pas là ensemble ce soir. On en a bien conscience. Mais encore une fois, ne pas non plus caricaturer les propos
de la France Insoumise et en l'occurrence de Jean-Luc Mélenchon sur cette question-là stratégique. On peut être en désaccord, on peut penser que ce sera que par le mouvement social qu'on arrivera là dans la période à renverser l'extrême droite et à imposer un rapport de force. Je pense que non, je pense qu'il faut aussi aller sur la question électorale et je sais qu'en partie vous partagez ça comme la question médiatique. On peut très bien nous dire, mais il y a des camarades à raison qui nous disent mais qu'est-ce que vous faites encore sur X alors c'est tenu par Elon Musk, qu'est-ce que vous allez batailler dans des médias détenus par des milliardaires, etc. C'est une vraie question là aussi stratégique qui se pose. Et il y a des camarades à raison qui nous disent mais arrêtez d'aller là-bas, arrêtez d'aller débattre avec ces gens-là parce que vous vous rendez compte, ça va les alimenter et ce qui pourrait s'entendre. Et encore une fois, une bataille stratégique. Je sais que Révolution Permanente, notamment à travers Anas Kazib, a fait le choix d'aller sur TPMP, chaîne détenue par Bolloré, d'aller sur Sud Radio. D'ailleurs, la dernière émission, là, il a bien envoyé, ça faisait bien plaisir. Bon, bah là, encore une fois, c'est une question stratégique qui se pose. Et encore une fois, on pourrait très bien dire par course à la radicalité que surtout pas, il ne faudrait pas y aller, ça donnerait de la force. Exactement comme sur cette question de présidentielle, oui, il y a ce risque que ça alimente et que ça contribue à conforter le système présidentiel en place. Mais j'ai pas l'impression, en demandant la destitution, enfin en poussant à la destitution du président de la République et en poussant à sa sortie, ce qui est encore une fois inédit, ça soit véritablement renforcer le pouvoir présidentiel plutôt que de le déstabiliser, parce qu'encore une fois, dans le programme de la France Insoumise, à terme, c'est d'abattre ce système présidentiel tourné autour de la Ve République. Tu interviens et puis après on va prendre des questions. Oh oui, d'accord, ok, très bien, parfait. Puis de toute façon, en plus, c'est vrai qu'après, il faut qu'on me regarde le temps parce que... Oui, non, mais peut-être pour revenir sur la question des États-Unis et après sur ce que tu disais, la question des États-Unis, moi je suis bien d'accord, mais je pense que précisément c'est très intéressant de regarder la question des États-Unis parce que Trump, il est beaucoup élu sur le bilan de Biden. Trump, il est élu notamment parce que les gens ne voulaient plus voter pour Genocide Joe. Et la gauche a refusé de voter Biden. La gauche a refusé de voter Kamala Harris, qui soutenait en fait la politique israélienne. Et il y a toute une génération de jeunes étudiants qui ont refusé de voter la gauche institutionnelle. Et c'est une partie énorme de la responsabilité aujourd'hui de l'accession de Trump. Et c'est la raison pour laquelle le problème de la logique du moindre mal, on la voit, mais précisément dans la question américaine. Trump, il a été au pouvoir, il a été dégagé, il y a eu Biden, il y a eu re-Trump. Et il y a eu re-Trump notamment en raison du bilan de la gauche institutionnelle sur la question palestinienne. C'est des gens de gauche qui ont refusé de faire barrage en votant Genocide Joe. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé d'élargir le spectre de la réflexion et la manière d'envisager la façon de faire de la politique. Parce que précisément, la question, même moi, dont j'ai eu l'occasion de débattre avec d'autres députés, notamment avec Gabriel Catala, etc., moi, je pense que tout le débat qu'on a, qui est un débat qui est combiné avec la gauche institutionnelle, mais aussi avec la gauche syndicale, c'est-à-dire que si on regarde, par exemple, pendant la réforme des retraites, le niveau de rapport de force qu'il aurait fallu imposer rien que pour faire retirer une petite réforme. On voit que pendant la réforme des retraites, il y a 3 millions de personnes dans la rue, et c'est un débat qu'on avait déjà à l'époque, de dire, OK, il y a 3 millions de personnes dans la rue, mais une journée de grève isolée combinée à une guérilla parlementaire à l'Assemblée nationale, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour mettre Macron à genoux, pour mettre la 5e République à genoux, parce que Macron, quand il s'affronte et quand il veut imposer sa contre-réforme, il utilise tous les outils antidémocratiques de la 5e, le 49.3, sa police, tout ce qu'il faut. Il peut même aller jusqu'à la dissolution. Donc en fait, une journée de grève toutes les 2 semaines et une guérilla parlementaire, ça ne suffit pas et ça l'a démontré. Et c'est pour ça que nous, on revendiquait la politique des raffineurs, la politique des grévistes du Technicentre de Châtillon, qui disait maintenant on part en grève reconductible et on met le pays à genoux. Et tu disais la grève générale, ça se décrète pas, mais c'est clair que ça se décrète pas. Par contre, penser que c'est une utopie, c'est faux. Il suffit de voir le pouvoir des raffineurs et notamment, même sans parler de la réforme des retraites, pendant la grève des salaires de l'automne 2022, où en fait il n'y avait plus une goutte d'essence. Moi, je devais faire des queues la nuit à 4h du matin pour essayer de remplir l'essence. Ils ont été obligés de réquisitionner en fait les grévistes avec la police comme ils l'avaient jamais fait, comme ils le font en temps de guerre, pour réussir à les forcer à reprendre le travail. Et ils étaient en PLS. On ne pouvait plus mettre de l'essence. Il y avait Roissy qui était prêt à ne plus avoir de kérosène. Je le sais puisque j'ai défendu les raffineurs au moment où ils étaient réquisitionnés. C'est-à-dire qu'il y avait 2 jours de plus. Il n'y avait plus de kérosène pour faire décoller les aéroports de Roissy. Donc ça, vous imaginez que c'est un petit peu plus costaud qu'une journée de grève toutes les 3 semaines et qu'une guérilla d'amendements qui ne sert à rien. Et le problème du mouvement du 10 septembre, c'est que oui, la discussion que posait LFI, évidemment que c'est de soutenir la lutte, et heureusement, mais quand ils défendaient la procédure de destitution de l'article 68, ils disaient eux-mêmes, les députés qui la militaient, qui la défendaient, ça ne peut pas passer.
Ça ne peut pas passer puisque la procédure de destitution telle qu'elle est prévue dans la Constitution de 58, c'est évidemment impossible de destituer un président comme ça. Enfin, tout le monde le sait, sinon la Constitution n'existerait pas. C'est-à-dire que vous avez 50 filtres. Je rentre pas dans les détails, c'est des délires de constitutionnalistes. Moi, j'aime bien, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, je vous le dis, même la France Insoumise le dit et vous disait. La procédure de destitution, on l'a faite à chaque fois. On l'a faite après la dissolution de 2024, ça n'a pas marché. Mais cette fois, c'est super parce que ça va quand même pas marcher. Mais les écolos, ils la votent avec nous, donc ça montre que ça avance petit à petit, etc. Moi, je pense que combiner un soutien à la lutte et une procédure de destitution, c'est insuffisant. Et ce qu'il fallait poser à ce moment-là, et qui n'a rien d'utopique, hein, je veux dire, une grève générale, c'est pas une révolution immédiate, il y a plein d'autres questions. Mais je veux dire, de dire, il y a 3 jours de grève où en fait, il y a les secteurs qui cessent le travail, qui s'organisent, etc. Et de dire, pas pour un moment refondateur, pas pour dire parce qu'il faut des élections présidentielles, parce qu'il faut faire chuter Macron et pour penser autre chose, pour penser pourquoi. Nous, on revendiquait par exemple une assemblée unique. On disait ce qu'il faudrait mettre en place maintenant, tout de suite, sur la base des assemblées de lutte qui existent, etc. C'est une assemblée unique où en fait vous avez pas de Sénat, pas de Conseil constitutionnel, pas de président, des élus révocables et qui permettent en fait d'aller bien au-delà des aspirations des gens. Que quand ils se mettent en lutte, c'est pas parce qu'ils veulent retourner aux urnes, mais c'est parce qu'ils veulent mettre à bas en fait le régime tel qu'il est. Et le problème, c'est qu'en pensant de manière étriquée dans le cadre tel que le régime nous l'impose, on est en deçà des potentialités objectives du mouvement. Ça, c'est vrai pour la gauche institutionnelle, mais ça, c'est vrai pour les directions syndicales. Vous n'allez pas me dire que le 10 septembre, elles y étaient préparées. Pourquoi ils ont appelé au 18 sinon ? Et pourquoi est-ce que les grandes centrales syndicales, elles n'ont pas toutes appelé la même date, le 10 septembre, en disant c'est maintenant ou jamais, Macron il est faible, on y va tous, les raffineurs, les profs la fonction publique, le secteur privé, et on se met en grève maintenant. Mais vous croyez que Macron il aurait tenu comment? Et on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui si c'était la manière dont le débat avait été posé, et on serait en train de discuter dans des coordonnées bien différentes. Donc nous, c'est ça qu'on dit. Et une dernière chose, ça n'a aucun rapport avec le fait d'aller sur les médias. C'est-à-dire que ça, c'est différent. C'est-à-dire que même nous, évidemment, Anas, on l'a présenté aux élections législatives en 2024, on a fait la présidentielle en 2022, moi je suis candidate au municipal à Saint-Denis, j'ai plein de camarades candidats ailleurs, etc. Le problème, c'est pour dire quoi? Et c'est pas le problème de se présenter, c'est pour dire quoi, défendre quel programme et quelle logique. Nous, on ne dit pas votez pour nous, et là je cite, hein, donc tu me corriges si je déforme, on vous économisera des kilomètres de manifestations. Nous, on dit l'inverse. Nous, on dit l'inverse. Et c'est ça la question, c'est pour dire quoi et défendre quoi? Est-ce que c'est pour défendre un programme qui non seulement va au-delà du cadre en fait démocratique du régime libéral, mais même sur des questions de programme de fond? Qu'est-ce qu'on dit du patronat? Quelles revendications on a, y compris contre le patronat français? Quelles revendications on a, encore une fois, sur la question de l'armée, de la militarisation, de la position de la France dans le monde? C'est des questions de programme. Nous, on ne pense pas que c'est une chance que la France soit présente sur les 5 continents. Nous, on pense que la France doit dégager de tous les continents où elle n'a rien à faire. Nous, on ne pense pas que Dassault et que les industriels français, on doit leur rendre hommage. Nous, on pense par exemple que tous les grands industriels, tout le grand patronat français, on doit les exproprier. C'est ça notre programme. C'est ça, c'est des différences stratégiques pour nous. Donc après, le débat, il est là. Et d'ailleurs, il est historique entre la gauche institutionnelle et la gauche révolutionnaire qui pense que oui, il faut un projet anticapitaliste qui transforme les bases sociales et qui pense une alternative et qui ne se contente pas de rendre le capitalisme plus humain ou de gérer la misère. Non, mais juste de répondre. Ouais, je réponds juste brièvement parce que bon, sinon après on va trop déborder. Camarade Elsa, dans la quasi-totalité de ton intervention, je ne vois aucune contradiction avec ce qu'on raconte. Enfin non mais vraiment, en toute honnêteté, c'est pas pour faire plaisir à la salle, c'est pas pour se faire plaisir entre nous. C'est l'appel à la grève générale. J'ai pas dit qu'on était contre. J'ai juste dit que. Mais attends. Je me permets parce que j'étais pas. Oui, non, mais discutons. Non mais attends, je t'ai pas coupé, je t'ai laissé développer longuement. Enfin vraiment, genre, il n'y a pas d'opposition formelle. Tu disais la stratégie des raffineurs, etc. Enfin, à quel moment on a vu des députés de la France Insoumise dire oula, non, on n'allait pas dans cette direction. C'est tout l'inverse. À chaque fois qu'il y a des luttes, on dit ouais, c'est super. Allez même 2 fois plus fort et allez même 2 fois plus loin. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité de le faire? Je t'ai pris l'exemple des élections. Merci beaucoup. Je t'ai pris l'exemple des élections législatives. Effectivement, parce que tu posais ça à un moment dans ton développement, l'idée de dire que c'était difficile d'appeler à voter contre le RN alors qu'il aurait fallu faire autre chose, notamment la grève générale, etc. Je pense sincèrement qu'à ce moment-là, n'importe quelle personnalité de gauche disait grève générale,
Je pense pas que ça aurait fonctionné. Après, on peut essayer. Voilà, c'est comme tout. Comme là, tu viens de dire, la décision de la République, du président, c'était impossible, tout le monde le savait, etc. Ouais, mais c'est des étapes. C'est petit à petit, on fait rentrer comme ça. On avance petit à petit ensemble, etc. Encore une fois, c'est des divergences stratégiques qu'il faut à chaque fois poser. Il n'y a pas de choses... voilà, c'est pas la grève ou pas la grève, la manif ou pas la manif. C'est quand on fait des manifs, quand on fait des grèves, quand on va dans les urnes. C'est à chaque fois. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. La grève n'est pas une finalité, comme les urnes ne sont pas une finalité, comme les manifestations ne sont pas une finalité. C'est à quel moment on utilise ces outils pour faire avancer nos idées et à quel moment on avance des pions systématiquement, etc. etc. Bon, juste, je voulais finir sur un truc, switcher là sur une autre question qu'on n'a pas du tout abordée, qui me semblait importante avant les potentielles autres interventions, etc. Ce qui fait qu'aussi on se retrouve ici ce soir avec des organisations, notamment en lutte pour la Palestine, avec Révolution Permanente, avec la France Insoumise, avec le NPA, avec tout un tas d'autres organisations, c'est aussi parce qu'on se retrouve autour de l'antiracisme. Et pourquoi je voulais mettre un point important sur cette question-là? Parce que là, pour le coup, il y a une partie de la gauche, institutionnelle ou non d'ailleurs, y compris dans les milieux très radicaux, qui a complètement détourné le regard. Qui a complètement détourné le regard et qui n'a pas pris conscience que ça allait être une partie de la réponse, et notamment une sorte de pierre angulaire un peu de la situation. Ne pas comprendre que pour lutter contre l'extrême droite, il faut absolument se saisir de cette question de l'antiracisme et aller lutter bras-le-corps, en battant le fer contre l'extrême droite, c'est juste, je suis désolé avec ces expressions, c'est une catastrophe, c'est juste ne rien comprendre à ce qui est en train de se passer. Et aussi d'un point de vue anticapitaliste, parce que souvent j'entends des personnalités, je ne vais pas les citer ici, qui tenteraient d'opposer la question antiraciste de la lutte des classes. Mais c'est quoi cette dinguerie ? Alors déjà, évidemment, d'un point de vue des idées politiques, se placer aux côtés des victimes du racisme, ça devrait être une question qui ne se pose même pas, mais même d'un point de vue anticapitaliste, évidemment que ça a du sens. On parle souvent de l'ubérisation de la société dans la jeunesse. Mais où est-ce qu'a le plus avancé ces pions Où est-ce que les libéraux ont le plus avancé ces pions? Mais ni plus ni moins que dans les quartiers populaires. Pas parce que les gens dans les quartiers populaires rêvaient de se faire ubériser, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que face à la discrimination à l'embauche, face à la précarisation, face au chômage de masse, notamment dans les quartiers populaires, il n'y avait pas d'autre solution que de monter dans un Uber ou que d'aller livrer des courses pour des gens qui sont dans les moyens, etc. Eh bien oui, c'est aussi anticapitaliste, évidemment, de lutter sur ces questions antiracistes, et que si on avait été à la hauteur pour répondre à toutes ces questions antiracistes, alors potentiellement les libéraux n'auraient pas pu avancer comme ils l'ont fait aujourd'hui. Donc toutes ces questions sont liées et qu'il va falloir tenir dans la période, notamment sur la question de l'antiracisme. Et en cela, la question palestinienne était évidemment une question centrale, parce qu'en premier lieu, en solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes, mais aussi parce que ça a indiqué un tempo sur la situation à venir. Sur la situation à venir, et évidemment que oui, la question palestinienne est une question éminemment antiraciste. Répondons à tes questions. Le problème, c'est qu'on doit partir. Après, c'est toi qui dis, mais on doit partir dans 10 minutes, quoi. On peut prendre une question à la limite si quelqu'un dans le public a envie. Ah, bah, une. Merci à tous pour vos interves. Au-delà des questions, je vais le dire un peu gentiment et tranquillement. Je suis un peu chafouine ce soir parce qu'il y a un problème pour moi d'avoir... Déjà, je suis venu pour un meeting antifasciste, je me retrouve sur un ping-pong. Il parle de toute la situation, pourquoi pas. Mais en fait, un meeting antifasciste en solo, alors qu'il y a une urgence à l'unité contre l'extrême droite, comme ça a pu être rappelé. Je veux dire, à Lyon, la campagne Fermons contre les logos fascistes, c'était une campagne unitaire, malgré des orgas qu'on sait dedans qui ont une tendance un peu traîtresse. Et pourtant, ça a été une réussite et il n'y a plus de logos fascistes à Lyon. Montargis, on a été 4-5 000 parce que ça a été un travail unitaire énorme. Et là, il y a cette campagne, enfin, le meeting ce soir, bon, c'est bien, mais on est que 120. Si on avait été tout le mouvement social à organiser ces trucs, la salle, elle serait pleine, ça aurait redonné la pêche, et on se serait peut-être moins laissé intimider par tous les guignols dehors, quoi. Donc voilà, pour moi, je suis un petit peu ennuyé, un petit peu chafouine ce soir. Merci. Denis Petitjean, Urgence Palestine. Je fais répondre aux camarades du NPA. Il y a un problème de l'unité, c'est vrai.
Parce que nous, on a décidé à Urgence Palestine de ne pas faire l'unité avec n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quel sens. Notamment, on ne fera pas l'unité avec le Parti communiste qui tient des propos islamophobes, racistes, et qui dit abat le voile pendant que Crétaillot dit abat le voile. Donc il y a aussi sur les valeurs sur lesquelles on peut. Et sur cette valeur-là, qui est notre lutte acharnée contre l'islamophobie, qui fait partie de l'ADN d'Urgence Palestine, on ne cédera jamais. Alors l'unité pour l'unité, dans l'unité, il faut des bases claires. Et c'est clair qu'il y a des forces politiques à Orléans qui sont clairement islamophobes et jamais on militera avec eux. C'est pour ça qu'on s'engage avec des gens comme ECHO, d'autres gens, et c'est pour ça qu'on a fait ce débat. Ça peut être le début d'un front antifasciste, antiraciste sur des bases décoloniales, parce que c'est ce qu'on veut construire à partir de notre mouvement pour la Palestine. C'est ça qu'on veut construire à Orléans, et pas sur un consensus mou, on serait pour la paix des bras, entre Israéliens, etc. Non, c'est pour ça qu'on a invité Raphaël comme antifasciste connu, et c'est pour ça qu'on a invité Révolution Permanence et Point Luleux, à qui on travaille. L'unité, oui, mais pas sur n'importe quelle base. Pas l'unité pour l'unité. L'unité se passe claire, et notamment la question de l'islamophobie, elle est centrale, fondamentale pour nous. On ne cédera jamais. On est dans les quartiers, on est à l'Argonne, on est à Fleury, et on sait ce qui se passe. On sait ce que nos amis musulmans ou musulmanes subissent tous les jours, y compris notre association. On ne cédera jamais là-dessus. Il faut que le mouvement social, y compris le NPA, prenne conscience de ça à Orléans. On ne peut pas faire l'alliance avec le Parti communiste qui rejette le voile, qui rejette la baya. C'est clair. Moi, je suis désolée, mais je dois partir. Parce que je dois... Ouais, au revoir. Parce que je dois prendre un train là. Donc, je sais, je dis, Et on va quand même te dire merci. 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 Je sais que tu vas partir. Parce que je dois prendre un train à la gare et je travaille demain matin. Et puis, de toute façon, c'est des discussions qui sont amenées à se prolonger et que c'est pas la première fois qu'on a et sûrement pas la dernière. Et tout ça pour dire tout simplement que je pense qu'effectivement... que je pense que la question de quelle alternative politique, et effectivement, parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu creuser si on avait eu plus de temps, on est capable d'offrir à toutes ces nouvelles générations qui sont politisées à partir de la Palestine, mais bien au-delà, et pourquoi est-ce qu'elles méritent en fait une gauche anticapitaliste, révolutionnaire, anti-impérialiste, antimilitariste, dans un contexte où non seulement il y a un génocide en Palestine, mais où il y a la guerre au port de l'Europe et où les pressions souverainistes vont s'exercer de manière de plus en plus aiguë en fait sur toute cette génération-là, avoir des anticorps et une stratégie claire sur ces questions, c'est indispensable. Donc c'est des débats qu'on va devoir continuer à mener, y compris sur les questions militaires et anti-impérialistes. Merci à tous. En tout cas, merci Elsa pour ton intervention. Et puis pour rebondir sur ton intervention, camarade, en fait, je pense que quiconque est venu ici est convaincu par l'antifascisme. Donc en fait, on n'est pas venu en soi pour faire un meeting en tant que tel, mais pour débattre aussi sur le fond. Et qu'est-ce qui pose problème sur le fond, c'est que les deux intervenants qu'on a, ils font partie de deux organisations différentes. Et en fait, comment on pose la base de l'antifascisme, de la lutte contre l'extrême droite, si on n'a pas la même vision? Donc c'est pour ça c'était quand même intéressant de débattre sur ce fond-là. Oui. Non, mais après que ça débatte, c'est normal, encore heureux, qu'on ait des désaccords politiques, stratégiques d'ailleurs. Par contre, les camarades, moi je rejoins en partie le discours de l'unité. L'exemple à Lyon était flagrant. Et je vous avoue que lorsqu'on se met à lutter contre l'extrême droite, et véritablement au corps à corps, en direct, je peux vous assurer qu'il y a tout un tas de choses qui se mettent un peu à cogiter différemment. Lorsqu'on sait que l'extrême droite est capable de viser n'importe lequel d'entre nous, que vous ayez l'étiquette France Insoumise, Révolution Permanente, NPA, CGT, que sais-je, je peux vous assurer qu'on se met à cogiter différemment. Ça ne veut pas dire abandonner, encore une fois, je rejoins le camarade, sur des bases claires, l'unité, il faut qu'elle se construise, sur des bases clairement antiracistes, féministes, etc., etc. La question n'est pas là. La question est, et c'est comment est-ce qu'on y répond face à cette attaque de l'extrême droite. Et je vous avoue que oui, des fois, ça veut dire faire preuve de concession. Et des fois, ça fait mal au cœur. Moi, par exemple, je me suis fait tracher par Fabien Roussel en direct à la télé. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il pensait de ma candidature. Il a dit, c'est pas mes valeurs. Bon. C'est pas très grave, moi je m'en fous, je passe à trop de choses, j'en ai rien à faire de Fabien Roussel parce qu'on est des militants de terrain, on sait ce que c'est que lutter contre l'extrême droite. Je vais vous donner un exemple très précis. Si demain les jeunesses communistes, ce qui est arrivé à plusieurs reprises, par exemple à Aix-en-Provence, se font attaquer par l'extrême droite,
avec la Jeune Garde, on ne se pose même pas la question. On y va plutôt 2 fois qu'une, aller les soutenir. Et ça c'est un truc quand même... On s'arrache la tête entre nous sur des histoires idéologiques, stratégiques, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, les camarades, face à l'extrême droite et la force de l'antifascisme, il n'y a pas de question à se poser. C'est on y va tous. Dès qu'il y en a un d'entre nous qui vient se faire toucher par l'extrême droite, on y va tous. Même s'il y a de la colère parfois sur les lignes politiques, même si des fois on a un gros désaccord. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, ce qu'on a mis sur le terrain, et ce qui nous a permis de lutter contre l'extrême droite à Lyon. On était, vraiment, les camarades, il faut imaginer, il y avait 5 locaux d'extrême droite publique. Il y avait des néo-nazis, des pétainistes, des royalistes, il y avait toute la faune et la flore possible et imaginable. 5 locaux publics, des attaques tous les week-ends, voire même des fois plusieurs fois dans le même week-end, avec des capacités de mobilisation de 300 militants fascistes qui venaient attaquer des événements comme celui-ci. À un moment donné, il a fallu se retrousser les manches et pas faire de savoir si l'un ou l'autre il avait dit ça à telle époque. Alors effectivement sur des bases claires, mais au bout d'un moment, il a fallu leur rentrer dedans et collectivement, sinon on était mort en fait. Sinon l'ensemble de notre camp était mort. Et c'est un peu la même chose aux États-Unis. Une fois qu'ils sont là, c'est un peu trop tard. On n'a plus que des réunions comme celle-ci, elles n'auraient pas lieu s'il y avait l'extrême droite. Voilà. Donc, merci à tous en tout cas d'être venus. Je pense qu'on peut arrêter là si... Ouais. En tout cas, merci à vous d'être venus et puis on aura le temps de justement de réorganiser d'autres discussions comme ça pour parler discussion et parler de stratégie et de fonds politiques. Merci les camarades.